Nous allons commencer maintenant la présentation de Smalltalk à travers la version libre industrielle Faro. Donc, une des premières choses que vous allez faire pour prendre en main Faro, c'est de l'installer. Donc, vous allez avoir sur le site dédié et vous allez télécharger et installer le Faro Launcher. Vous choisirez bien sûr la version adaptée à votre système d'exploitation. Donc, une fois que vous aurez le launcher, vous allez pouvoir le lancer. Le launcher, le Faro Launcher, c'est l'outil de gestion de projet de Faro. Donc, il y a un bouton New qui va vous permettre de créer vos projets. Donc là, il y a une vidéo dédiée qui présente l'outil. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur la création d'un projet, le lancement d'un projet, la fin d'un projet. Donc ça, vous irez voir la vidéo. La petite icône rouge en bas, vous la verrez sur certains diapos, c'est celles qui correspondent à des vidéos d'outils. Donc vous allez sur la playlist dédiée, je vous ai donné le lien vers la page avec les différentes vidéos outils, donc vous irez les voir. Donc une fois que vous avez créé un projet, vous allez pouvoir le lancer. Donc là pareil, allez voir l'outil correspondant, ça vous ouvre Faro pour un projet donné. Donc c'est la fenêtre sombre qui est en bas à droite de la diapo. Et donc sachant que vous pouvez changer le- le thème ou la palette de couleurs associée au projet. Donc il suffit de cliquer sur, il y en a deux en l'occurrence de base, il y a le Light Theme, vous cliquez ici et ça va vous donner la version claire de la palette de couleurs claire ou la version sombre avec le Dark Theme. Alors, bon, on remonte à la modèle d'exécution de Smalltalk et donc de Faro. C'est un langage moderne, donc à base d'une gestion automatique de la mémoire, hein. Donc ça veut dire que vous ne réservez pas les cases mémoire, vous ne vous préoccupez pas de leur libération. Il y a un outil qui s'occupe de faire ça, ça s'appelle un garbage collect, donc ramasse-miettes pour ceux qui ont eu le cours Java. Ben, c'est quelque chose que vous devez avoir vu, en tout cas. Donc, autre paramètre ou caractéristique plutôt de Smalltalk, c'est que tout se passe à l'exécution. Le développement, l'activité de développement, c'est quelque chose d'incrémental. Vous créez des objets, vous les enrichissez au fur et à mesure, et puis jusqu'à obtenir votre application finale. Tout se passe à l'exécution et vous avez une sauvegarde automatique des différents changements, des différents codes sources que vous tapez, ce qui fait que même si votre projet plante parce que vous avez commis une erreur, vous avez une boucle infinie ou autre, bah, votre code, comme il est automatiquement enregistré dans un fichier qui s'appelle .change, on en reparlera plus tard, bah, en fait, la perte de code est quasi impossible. Donc en parlant de fichiers, il y a 4 fichiers principaux, hein. En fait, on raisonne, en Smalltalk, on raisonne en objet et pas en fichier. Donc, donc en fait, finalement, les fichiers sont masqués et sont gérés par le projet, c'est caché. Donc, il y a la machine virtuelle qui est finalement le point .exe, hein, si on est sur Windows, point .apps ou Mac, etc. Donc, c'est un binaire exécutable. Il y a le fichier source standard, ce fichier qui s'appelle point .source, enfin quelque chose point .source, un Faro quelque chose point .source. Et donc, c'est un fichier texte, mais en fait, il contient le code source des bibliothèques de base de Faro. Le fichier image mémoire, donc son nom, c'est le nom de votre projet .image. C'est un fichier binaire, ça représente le contenu de la RAM à un instant T. Je vais en revenir. Et puis le fichier changement, c'est le fichier .change, donc c'est le nom de votre projet .change, qui est un fichier texte qui contient votre code source avec les modifications que vous avez faites. Et donc c'est celui qui vous sauve la mise une fois, si jamais il y a un plantage. Et donc ces deux fichiers sont dupliqués pour chaque projet. En l'occurrence là avec le Faro Launcher, même le fichier .source est dupliqué, mais en fait en l'occurrence c'est quelque chose, le .source il est identique entre différents projets avec la même version de Faro, alors que le .image, le .change, c'est des choses qui varient, qui changent en fonction qui varient et qui changent en fonction de votre projet et de votre application. J'ai cliqué trop vite. Donc, non, c'est bon. Les fichiers fondamentaux. Donc, le premier, c'est la machine virtuelle. Donc, la machine virtuelle, c'est la seule partie
de votre programme qui est spécifique au système d'exploitation, à la plateforme que vous utilisez, hein, donc l'architecture, le matériel et le système d'exploitation et sa version que vous utilisez. Donc ça permet d'avoir des programmes portables. Vous compilez votre programme, quand vous compilez votre programme, vous le compilez pour la machine virtuelle, et c'est la machine virtuelle qui s'occupe de l'adapter en fonction de la plateforme cible. Le deuxième fichier fondamental, c'est le fichier .source, hein. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce que, en plus de ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est du texte, c'est un fichier en lecture seule, vous ne le modifiez pas parce que c'est les codes sources des bibliothèques de base. Le fichier image-mémoire, en fait, c'est un fichier binaire. En fait, ça représente la photographie de la RAM de votre ordinateur à l'instant de la sauvegarde. Donc, c'est les différents objets qui sont dans la mémoire de votre ordinateur, dans la mémoire dédiée, bien sûr, à votre application, qui sont là-dedans. Et donc, quand vous sauvegardez, vous faites une copie octet par octet, à l'octet près, hein, quasiment, de ce qu'il y a dans la RAM dans le fichier .image. C'est une opération qui est faite manuellement, donc à la demande, c'est vous qui décidez, je sauvegarde mon projet. Quand vous le lancez, en fait, il est chargé en mémoire. En fait, le lancement d'une application Smalltalk, c'est je charge les octets qui sont le fichier .image, je les charge dans la RAM. Il y a quelques petites opérations en plus, mais pas grand-chose, contrairement aux autres langages. Donc là, c'est une grosse spécificité de Smalltalk. Contrairement aux autres langages où ils ont une fonction ou une méthode principale main qui s'occupe de créer au démarrage du projet les différents objets, les initialiser, les lier, etc. Ce travail d'initialisation, de liaison, vous le faites vous, développeur, une fois pour toutes, et vous sauvegardez le contenu de la mémoire, ce qui fait que quand vous lancez le projet, vous arrivez tout de suite sur un état de mémoire initialisé. Donc ce fichier .image, il va de pair avec un fichier .change. Et donc le fichier .change, c'est lui qui contient le code source de votre projet. C'est lui qui, chaque fois que vous faites une modification, donc vous êtes dans votre environnement de programmation Smalltalk, vous faites une modification, c'est directement écrit dans le fichier .change associé à l'image. Donc l'enregistrement il est automatique, donc ça sauvegarde toutes les opérations que vous avez réalisées. Par contre, la lecture de ce fichier elle est faite à la demande. Si jamais pour une raison ou une autre vous voulez revenir en arrière ou vous avez perdu, enfin vous avez quitté la session sans avoir sauvegardé, là vous pouvez récupérer manuellement. D'ailleurs, en fait, si jamais il y a une coupure, si jamais il y a un arrêt intempestif, il y a une coupure, en fait, le Faro vous propose de récupérer le code de la session précédente. Alors, pour démarrer une image, il y a trois manières de faire. Donc, je vous renvoie vers le Faro Launcher. Je ne sais pas pourquoi j'écris ici Playground, c'est une erreur, hein, c'est Faro Launcher. Donc, vous voyez les vidéos qui sont associées. Donc, ça, c'est le Faro Launcher, c'est l'approche 1. La deuxième approche, c'est le glisser-déposer donc du fichier image sur la machine exe. Donc si vous avez accès à votre explorateur de fichiers dans votre système d'exploitation, vous avez le fichier image, vous l'attrapez, vous le déposez sur le point .exe ou le point .app de votre machine virtuelle et vous vous retrouvez avec, ça provoque le lancement de votre projet ou de votre application. Il y a le double-clic. Donc soit vous double-cliquez sur le fichier image. Donc là, s'il est associé à la machine virtuelle, la bonne machine virtuelle, il va être chargé. Donc là, c'est une association à faire une fois dans votre système d'exploitation. Donc si votre système d'exploitation est un petit peu intelligent, vous double-cliquez sur le point image, il ne sait pas ce que c'est, il va vous demander quelle est l'application associée. Sinon, l'autre manière de faire, c'est double-cliquer sur le point .exe, le point .app, ou le point .app suivant votre système d'exploitation, et vous allez voir en fait, normalement, une fenêtre s'ouvrir et vous dire quel fichier .image que vous voulez lancer. Et donc, vous allez naviguer dans l'arborescence de votre système d'exploitation, enfin, dans l'explorateur du fichier, pour trouver le point .image.
et vous le donnez à votre machine virtuelle pour le lancement. Bon, en fait, ces deux dernières approches sont, je vous les donne à titre d'information, ça peut rendre service à l'occasion, mais en fait, c'est l'approche avec le Faro Launcher, c'est ce que vous utiliserez en priorité. Alors, les principaux outils de développement Faro, donc il y en a un certain nombre, je vous ai donné le lien vers la page web qui liste les différents, enfin, une sélection d'outils que vous allez utiliser en début de cours. Donc, les différents outils sont accessibles à travers le menu Tools de Faro. Il y a, il y en a pléthore, hein, je vais vous présenter juste un sous-ensemble. Ce que je veux pointer ici sur cette diapo, c'est que à chaque menu, il y a le raccourci clavier associé. Là, c'est le raccourci clavier, il est adapté en fonction de votre système d'exploitation. Donc là, vous voyez, c'est commande OB pour le système browser par exemple. Si vous êtes sous Mac, vous utilisez la touche commande. Si vous êtes sous Linux ou Windows, vous utilisez CTRL. Le système browser, il y a une vidéo qui est associée, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est tout ce que tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'outil principal pour écrire, éditer, lire, modifier le code. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, entre parenthèses, vous pouvez avoir plusieurs systèmes browser ouverts qui montrent des classes différentes. En fait, la logique, c'est que je vais à un moment donné voir juste un sous-ensemble. Vous avez sur le côté gauche, vous avez les différents packages. Ici, vous avez les différentes classes dans le package. Et puis, à l'extrémité, là, vous avez les différentes méthodes. Et là, ce sont juste les protocoles. C'est juste les catégories des méthodes. C'est de la pure documentation. Mais c'est très intéressant à voir. Donc, je vous laisse voir la vidéo, comment l'utiliser. En fait, oui, quand vous allez écrire le code, la partie d'édition de code, elle est en bas. Donc, je vous renvoie vers la vidéo encore. L'autre outil, c'est le Playground. Le Playground, c'est l'espace où on va faire des petits scripts, que ce soit pour expérimenter ou pour tester quelque chose, ou pour explorer quelque chose. Disons, c'est une fenêtre dans laquelle on va saisir plusieurs lignes de code. On peut revenir, on les perd pas, elles persistent. Parce qu'on en sauve le projet, elles restent dans le projet. Et on peut sélectionner une ligne, l'exécuter. Il y a différentes manières de l'exécuter. Ça, c'est expliqué dans la vidéo. L'inspecteur. En fait, quand on est en train de mettre en point un projet, on a besoin d'analyser la structure d'un objet. C'est exactement ce que permet l'inspecteur. Vous allez pouvoir, dans la vidéo, vous verrez comment on ouvre l'inspecteur sur un objet particulier. Et donc là, on voit la structure de l'objet, les différents champs. Et puis en bas, il y a une zone qui ressemble, c'est une zone éditable, qui ressemble à un playground. On peut faire des petits scripts qui manipulent l'objet courant, sachant que l'objet inspecté, il est accessible à travers la variable self. Le debugger, c'est un des outils les plus puissants dans Smalltalk et dans Faro. En fait, il permet quasiment tout ce que font les autres outils. Vous pouvez lire le code, le modifier, vous pouvez inspecter des objets, vous pouvez en plus voir la pile d'appels des différents de l'exécution, hein. Donc vous exécutez quelque chose et vous dites que vous allez voir que telle méthode a été appelée sur tel objet qui a provoqué l'appel de telle autre méthode sur tel autre objet et ainsi de suite. Et puis tout en bas, c'est une espèce de super inspecteur dopé, hein, donc enrichi avec différentes choses. Donc, je vous laisse voir l'explication sur les vidéos, on pourra revenir là-dessus. Le transcript, c'est un outil de base, c'est la console, hein, tout simplement. On va pouvoir afficher des choses. Comme toute console, hein, c'est un outil un petit peu de visualisation un petit peu simple, mais il ne faut pas passer à côté. Donc, je vous renvoie encore vers la vidéo. Et maintenant, je vais passer aux éléments de base de Smalltalk. Alors, l'envoi de messages, ou ce qu'on appelle dans d'autres langages plus communément par abus de langage, appel de méthode. L'envoi de message, c'est le vocabulaire Smalltalk. Donc, on a
fait un envoi de message sur un objet, donc on appelle une méthode sur un objet. Le destinataire du message, ce qu'on appelle un receveur. Euh, Sachant que quand on appelle une méthode, quand on exécute une méthode, on a forcément un résultat. On peut ne pas l'utiliser, mais il y a forcément une valeur de retour. Même si dans le code de la méthode, on ne précise rien, c'est l'objet lui-même, l'objet qui est en train d'exécuter la méthode qui est retourné. L'objet lui-même, il est retourné, enfin, il est désigné par le mot-clé self. Donc si on ne précise rien comme valeur de retour, on ne fait pas de return, le compilateur, il insère le return self automatiquement dans la version compilée de la méthode. On peut avoir un appel de méthode à chaque fois, ou un message à chaque fois, mais on peut avoir une cascade de messages. Quand on a plusieurs messages destinés au même receveur, quand on appelle plusieurs méthodes sur le même objet, on va écrire, bon, c'est du sucre syntaxique, hein, c'est pour alléger l'écriture, on va écrire le nom, enfin la variable qui désigne l'objet une seule fois, le receveur, et ensuite on va écrire les différents appels, les différents messages, séparés par des points-virgules. Donc je rappelle que le point-virgule, ici, c'est juste pour séparer, c'est utilisé exclusivement pour séparer différents messages destinés au même objet. Dans Smalltalk, dans Faro, la fin d'une expression, c'est un point. Je rappelle que l'origine du langage, à l'origine du langage, l'inspiration, c'était on voulait faire quelque chose qui s'approche le plus de la langue parlée, des langues humaines, hein, donc de l'anglais en l'occurrence, puisque c'est d'origine américaine. Donc c'est la fin d'une expression, la fin d'une phrase en anglais, en français, c'est un point. Ben, en Smalltalk, ils ont adopté la même chose, la fin d'une expression, c'est un point. Donc le point-virgule, ça montre juste un bout d'une expression. Il y a différentes méthodes et donc de messages, enfin, différentes manières d'avoir des noms, des identifiants de méthodes. Donc il y a ce qu'on appelle les méthodes unaires. C'est les méthodes, les messages qui ne prennent pas d'arguments. Donc là par exemple, la méthode printString ne prend pas de paramètres, ne prend pas d'arguments. Donc pour appeler, on va l'appeler sur un objet donné, donc on met l'identifiant de l'objet avant, on met un espace, donc là on est en train de faire un appel, et on n'a pas de paramètres, donc on s'arrête là, on met juste le nom de la méthode. Pas besoin de parenthèses inutiles. Il y a les méthodes binaires. Les méthodes binaires, ça correspond à des méthodes qui, dans le nom, incluent des caractères non alphanumériques, comme le plus, le moins, le inférieur, le supérieur. On peut en avoir plusieurs, hein, le arrobas, etc. Donc là, l'expression 1 plus 2, en fait, c'est un appel de la méthode plus, où on envoie de message plus, au nombre entier 1, avec comme paramètre 2. Ça s'écrit très naturellement, hein. Cette syntaxe-là permet d'écrire une écriture très naturelle d'expression mathématique. Quand on a un ou plusieurs paramètres avec un nom de méthode qui commence par une lettre, donc là, on va adopter la notation à mots-clés. Donc on va avoir un ou plusieurs mots-clés suivant le nombre de paramètres. Donc dans la ligne du bas, je vais commencer par celle du haut, c'est peut-être plus simple. Donc j'ai une méthode new de points, il prend un seul paramètre qui est le nombre 100, et puis bah, c'est appelé sur l'objet 7, la classe 7, on en reparlera. Et dans la ligne du dessous, j'appelle une méthode transférée vers qui prend deux paramètres. Donc là, c'est une méthode qui permet de faire un virement d'un compte bancaire à un autre. Donc, là, l'expression écrite, je veux transférer 50 € vers mon compte, de votre compte vers mon compte. Donc, je vais demander à votre compte d'exécuter la méthode transférer vers. Comme la méthode, elle prend deux paramètres, je vais avoir deux mots-clés. Le premier, c'est transférer, et le deuxième, c'est vers. Et les paramètres, ils sont insérés entre les différents mots-clés. C'est un élément qui favorise la lisibilité du code. En fait, encore une fois, Smalltalk est inspiré des langues humaines, et donc l'idée, c'est de faire
d'avoir une syntaxe qui s'approche le plus de faire des phrases. Et en l'occurrence, là, si vous regardez, transférer 50 vers mon compte, ça fait quand même un bout de phrase qui s'approche pas mal de la langue humaine. En termes de précédence, hein, donc Smalltalk est un langage simple et donc avec des règles simples appliquées de manière uniforme. Donc la précédence, elle est toujours, quand on a une expression, on va l'exécuter toujours de gauche à droite, on va toujours exécuter tous les messages unaires en premier, donc on parcourt l'expression une première fois, de gauche à droite, on va exécuter tous les messages unaires. Ensuite, on va reparcourir l'expression de gauche à droite pour exécuter tous les messages binaires. Et en dernier, les messages à mots-clés. Pourquoi ça? En fait, ça permet de minimiser le nombre de parenthèses. Ça simplifie l'écriture et on reste toujours dans une logique proche de la langue écrite, des langues humaines. Le sélecteur ou le nom de la méthode ou du message, c'est son identifiant unique. En fait, c'est une chaîne de caractères particulière dans le sens où elle est unique dans la mémoire. À ce titre, elle est définie comme instance de la classe symbole. Tout est objet, hein, en l'occurrence. Donc des exemples de sélecteurs, c'est size, plus on est 1, new 2 points, transférer 2 points vers 2 points. Tout ça, ce sont des noms de méthodes, donc des sélecteurs valides. Je vais parler maintenant de création d'instances initialisées. Donc quand on crée un objet, si on ne fait rien, en fait les champs ne sont pas initialisés. Et du coup, on va pouvoir utiliser l'objet de manière satisfaisante. Donc il faut s'occuper d'initialiser les champs. Si je prends l'exemple de la lampe que je vais utiliser par la suite, donc imaginons que j'ai une classe de lampe, ça me crée un objet lampe avec deux champs couleur et un deuxième champ qui est allumé, qui donne l'état de la lampe. Ben, enfin, si je ne fais rien, ces deux champs-là ne sont pas initialisés. Ils référencent nil, donc leur contenu c'est nil, et du coup, bah, en fait, c'est pas ce qu'on attend là. Normalement, pour la couleur, on attend une couleur. Pour être allumé, on attend un booléen pour dire si elle est true ou false, pour dire si la lampe est allumée ou pas. Et donc, en fait, pour faire cette initialisation, une manière simple dans Pharo, ou Smalltalk en général, c'est de définir une méthode qui s'appelle initialize. Donc cette méthode, elle est automatiquement appelée chaque fois qu'on crée un objet. Si je reprends mon exemple de lampe, je vais définir la méthode initialize de la classe lampe, c'est ça ce que veut dire cette notation, le chevron en chevron. Cette méthode initialize, elle va s'occuper d'appeler l'initialisation de la superclasse pour ceux qui connaissent l'héritage, mais sinon on va y revenir. Et puis surtout, elle va s'attaquer à nos deux champs qui nous intéressent. Donc le champ est allumé, il est mis à false, et puis la couleur, elle est mise à la couleur jaune. Et donc là, quand je fais un new sur ma classe lampe, je vais obtenir un nouvel objet lampe de couleur jaune et qui est allumé. Il y a d'autres messages usuels il y a des messages usuels dans Smalltalk qu'il convient de connaître. Donc, le premier, c'est la représentation textuelle. Donc, imaginons que j'ai un nombre, je vais obtenir la chaîne de caractères correspondante. Je fais print string, ça me donne une chaîne de caractères. Donc, les cotes là, ça indique que c'est une chaîne de caractères. Donc, avec les caractères 1, 5, 0, 0. Bon, je peux envoyer ça à n'importe quel objet. Je vais avoir une représentation textuelle de l'objet. Et bien sûr, on peut redéfinir dans la classe comment se passe cette représentation textuelle de manière à la customiser, à l'adapter à nos besoins. Pour la comparaison, si on veut comparer si deux variables référencent le même objet, on va utiliser égal égal. C'est ce qu'on appelle le test de l'identité. Par contre, pour tester l'égalité, on va utiliser l'égal simple. Alors, attention, ça c'est dans Smalltalk, égal, c'est le nom d'une méthode, hein, c'est un sélecteur, contrairement aux autres langages, parce que Smalltalk il est inspiré qui est fait pour les humains, et donc nous, en maths, hein, quand on fait l'égalité, on est en train de comparer des objets, alors que pour faire l'affectation en Smalltalk, en fait, c'est deux points égaux. Les conditionnels, finalement, c'est les if. Donc, c'est des méthodes, tout simplement. Dans les classes de booléen, on a if true, if false pour dire if else, hein, si on veut. Pour faire les boucles,
Ben, on a times repeat pour répéter une boucle plusieurs fois, ou il y a ce truc là qui me gêne, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Hop, non, il ne veut pas disparaître. Est-ce que je peux le customiser? Non. Bon, ben, je vais continuer sans. Donc, bah, il disparaît. Donc, pour faire les boucles, j'ai le while true. Donc, on va le présenter à travers un exemple par la suite. Donc, je reviens à la test de l'identité. Imaginons, j'ai deux variables, donc qui correspondent à deux cases mémoire, deux variables x, y, qui référencent le même objet lampe. Donc, il faut bien distinguer que les variables, c'est des cases mémoire, et l'objet, il occupe d'autres cases dans la mémoire. Il y a bien cette dualité, hein. L'objet, il est en dehors des variables, il est juste référencé, on a juste l'adresse de l'objet dans les variables. Et donc là, si on fait égal égal entre x et y, ben ça renvoie true, c'est vrai, parce que les deux variables contiennent l'adresse du même objet. Par contre, si on avait deux lampes qui sont en tout point identiques, sauf que ce sont deux objets différents, donc des jumeaux, hein, des lampes jumelles, mais donc x référence la première lampe, y référence la deuxième lampe, si on fait égal égal, on a faux, parce que ça nous dit ce n'est pas le même objet. Et idem, si ce n'est pas une lampe, hein. Imaginons j'ai un feu tricolore et je référencé par y, si je fais x égale y, je vais avoir faux. Le, le égal, ça compare les objets. Si j'ai x et y référencent le même objet et je fais égal, ben c'est forcément vrai. Par contre, si je fais si j'ai x et y qui référencent deux lampes différentes, l'une jaune, l'autre verte, le test d'égalité va renvoyer faux. Si par contre la deuxième lampe elle est jaune comme la première, le test d'égalité va renvoyer vrai. Ça dit que ce sont peut-être des lampes différentes, mais ce qui nous importe, ce sont des lampes qui ont les mêmes caractéristiques. Elles sont toutes les deux jaunes. C'est ça ce qu'indique l'égalité. Et donc, quand on définit pour pouvoir dire des objets sont égaux, ben, en fait, c'est difficile de le dire dans le cas général, les classes des objets comparés doivent définir une méthode d'égalité. Donc là, par exemple, dans la classe lampe, si on veut comparer une lampe, on va définir la méthode égale qui prend comme paramètre une autre lampe et donc il va retourner, le R quand c'est convexe est retourné, il va retourner le résultat de l'égalité des couleurs et le résultat de l'égalité de l'état des lampes. Donc deux lampes sont égales si elles sont la même couleur, c'est ce que dit la première ligne, et donc le AND si elles sont toutes les deux allumées ou toutes les deux éteintes. Donc elles sont dans le même état. Donc là, j'ai fait toute une batterie d'expressions pour couvrir les différents cas. Donc j'imagine que j'ai quatre variables temporaires A, B, C, D. Donc les pipes, les petites barres, ça indique ça encadre les déclarations de variables. Et donc là, je crée une nouvelle lampe, je fais lampe new, ça me crée un nouvel objet que je vais référencé avec la variable A. Le deux points égale, ça fait une affectation. Donc ça va stocker l'adresse de la nouvelle lampe dans la variable A. Je vais appeler la méthode couleur de points. Je suppose que la classe lampe elle a une méthode couleur de points qui modifie la couleur. Donc il prend en paramètre une couleur. Donc en l'occurrence c'est la couleur rouge ici. Et donc je vais appeler cette méthode couleur de points avec la couleur rouge sur l'objet A. Je vais affecter A à B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable B va référencer le même objet que A. Je vais créer une nouvelle lampe, donc je fais lampe new, que je vais affecter à C. Donc la variable C va contenir l'adresse de la nouvelle lampe. Je vais modifier la couleur de la nouvelle lampe pour qu'elle soit verte. Et je vais créer une troisième lampe, donc je fais lampe new, que je vais affecter à D. Donc D va contenir l'adresse de cette troisième lampe. Et je vais appeler la méthode couleur de points pour
oups, aller trop vite, méthode couleur de points euh, pour affecter la couleur, enfin pour modifier la couleur de la lampe D en mettant rouge. À partir de là, ben, vous avez, si on fait les tests d'identité, ben, on a que A et B qui sont, qui sont des variables qui référencent le même objet, hein. On a bien mis B, on a affecté B, A à B. Euh, et par contre, dans tous les autres cas, les tests d'identité nous renvoient faux les variables, les autres variables ne référencent pas les mêmes objets. Par contre, dans le cas où les lampes elles ont la même couleur, en fait forcément on va avoir l'égalité. Moi, je vous laisserai regarder à tête reposée ces différentes expressions et vous pouvez revenir vers moi pour des questions ou des éclaircissements. Alors, le if. Alors, comment on fait les conditionnels en Smalltalk? Enfin, alors, il faut savoir que les booléens sont des objets, les objets true et false, en minuscules, tout en minuscules. Les conditionnels, ce sont des messages destinés aux booléens. On appelle des méthodes qui correspondent au if sur les expressions dont le résultat est un booléen. Donc il y a trois formes, donc en fait il y a trois méthodes différentes. Donc il y a le if true, donc on appelle if true sur une expression booléen, on lui donne en paramètre, donc il y a if true deux points, donc il attend un paramètre, le paramètre ça va être un bloc de code. Le bloc de code c'est écrit entre crochets, et donc là ce bloc de code il est exécuté si l'expression booléen il est true, comme indique if true. L'expression booléenne, si, si l'expression booléenne est false, le bloc ne va pas être exécuté. Par contre, dans le cas en dessous, avec if false, il va être exécuté. Donc c'est une espèce de if avec une négation incorporée. Et donc le bloc là, il est exécuté si cette expression-là, elle est false. Et puis si on veut avoir un if else, l'équivalent de if else, en fait c'est if true, if false. Donc on a une expression booléenne, if true, on exécute le premier bloc, if false, on exécute le bloc alternatif. Donc là, on les boucle, ou l'équivalent du for. Il y a différentes manières de le faire. Là encore, ce sont des messages, donc il y a des méthodes qui sont codées. Par exemple, dans la méthode toDo, dans les entiers, dans la classe des entiers. Donc, elle va exécuter ce bloc-là avec ces paramètres de bloc i qui va prendre successivement les valeurs 1 à 10. Si je veux juste répéter ce bloc-là x fois, je fais utiliser times repeat. C'est-à-dire 15 times repeat, ce bloc il est répété. C'est une répétition, c'est un for où finalement l'indice de l'itération n'est pas utilisé, alors qu'en haut l'indice d'utilisation est utilisé. Et les while, c'est un bloc qui contient une expression booléenne, donc c'est important que ce soit un bloc. Et while true, un deuxième bloc. Ça veut dire que tant que cette expression booléenne a pour valeur true, je vais exécuter ça. Donc j'exécute ce bloc, j'évalue l'expression, c'est true, j'exécute et ainsi de suite. Et le symétrique while false, hein, donc tant que cette expression booléenne a pour résultat false, j'exécute le bloc là. Donc j'évalue l'expression, elle est à false, j'exécute le bloc, je reviens, je réévalue l'expression booléenne, elle est encore à false, j'exécute et ainsi de suite jusqu'à ce que ça change. Je vais refaire le tour de la diapo avec la syntaxe Smalltalk. Alors, les mots réservés, donc il y a le nil qui est un mot réservé, donc il y a l'indice de mots réservés. Nil, c'est l'objet indéfini. Donc, quand on a une variable ou un champ, par défaut, avant de faire toute affectation, il va référencer l'objet nil. Et cet objet nil, il ne sait rien faire, donc en gros, vous allez avoir une erreur chaque fois que vous allez appeler une méthode dessus. Il y a les objets true et false qui représentent les booléens, on en a parlé. Il y a la self qui est la pseudo-variable qui représente l'objet courant, c'est l'équivalent de 10 dans d'autres langages. Le super, ça représente l'objet courant dans le contexte de la superclasse. On va en reparler quand on parlera de l'héritage, hein, si vous ne connaissez pas déjà. This contexte, c'est un objet, c'est une pseudo-variable qui représente la pile d'exécution de la méthode courante. Hein. Ça permet d'accéder à la pile, le
contexte d'exécution de la pile pointe, c'est très avancé, c'est rarement utilisé dans des applications classiques, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé pour faire des applications avancées, des outils, des extensions de langage. Les caractères réservés, donc l'affectation, vous l'avez déjà vu, un signe de point égal. L'accent circonflexe, c'est pour faire un return. Les, les barres verticales viennent encadrer les déclarations de variables temporaires. Si je veux écrire juste un caractère, la lettre A ou le B, etc., je vais faire $A. Dièse, ça représente allittéral, c'est un objet qui existe en dehors de la compilation. Oui. Le point, c'est la fin d'expression, hein, donc c'est l'équivalent du point-virgule dans d'autres langages. Le point-virgule, quant à lui, c'est une cascade de messages, on l'a vu, c'est quand on veut appeler plusieurs messages sur le même objet, hein, donc appeler plusieurs appels de méthode. Les parenthèses pour la précédente, c'est classique. Les crochets, c'est pour les blocs de code. Les guillemets, c'est pour les commentaires. Les chaînes de caractères, c'est les cotes. C'est l'espèce d'apostrophe. Et puis, ben, pour faire les accolades, en fait, accolades permet de créer des tableaux. Et donc, les éléments sont séparés par des points. Et les éléments, ça peut être des expressions arbitraires, et c'est le résultat de l'expression qui va donner l'élément, d'où le point. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, vous avez le drive du cours sur lequel vous allez avoir le support de cours et les sujets TP, donc que vous allez retrouver rapidement. Vous avez un cheat sheet avec les expressions usuelles Smalltalk que vous allez pouvoir, dont vous allez souvent avoir besoin, donc c'est pratique pour faire une recherche rapide. Et puis, il y a un doc Faro, il y a un livre en PDF qui fait le tour de Faro. En fait, le livre en question, c'est Faro by Example. Donc, je vous ai mis, les PDF sont disponibles en téléchargement. Il y en a d'autres que vous trouverez sur le site books.faro.org. Il y a d'autres livres gratuits autour de Smalltalk. Les PDF sont disponibles également, hein. Donc, c'est pour les curieux. Voici l'URL. Il y a bien sûr le site Faro, hein, c'est le point d'entrée. La documentation Faro qui existe sur GitHub, donc avec ce lien-là, donc il y a un Faro Wiki. Puis il y a un cours en ligne Faro qui balaye tous les aspects de Faro, ou une grande partie, disons, des aspects de Faro, avec des vidéos, des exercices, bien sûr les PDF, des diapos, etc. Et il y a un autre site sur GitHub qui s'appelle Awesome Faro, qui liste une sélection de projets et de ressources liées à Faro qui sont intéressantes. Donc c'est pareil, là, si vous cherchez quelque chose, c'est un bon endroit pour commencer. Et bien sûr, pour avoir de l'aide autour de Faro, il y a une communauté, hein, donc vous allez sur le site faro.org/community. Donc, vous trouverez les pointeurs vers les mailing lists, la newsletter, le groupe Discord, le compte Twitter. Mais bien sûr, il faut penser à lire la documentation, hein, donc les différents éléments que je vous ai fournis. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi des articles qui sont sortis dans les magazines développeurs, hein, comme Linux Magazine ou le Programmé, donc en français. Donc pour les curieux, vous les trouverez au centre de doc. Voilà, bon, j'en ai fini donc pour cet premier tour de Faro Smalltalk.